Par Gaby Charroux, notre député maire. Armée Scavetti, Nicolas Koukas sont d'Arles, se sont excusés puisqu'il y a des manifestations sur Arles. Gérard Fro, Claude Jourdain, président du groupe communiste et partenaire au conseil départemental. Marc Poggial, président du groupe, futur groupe communiste à la métropole. Jean-Marc Popola, Valérie Diamanti, conseillers municipaux de Marseille. Magali Giovanangeli d'Aubagne. Alain Cross de Gignac. Florian Salazar-Martin, président de l'ADECRE. Mireille Brémond de Malmort. Et représente le parti de gauche, Jean Sicard. Chers amis et chers camarades, cette année c'est moi qui vais avoir le soleil dans la face. Je crois que tu peux lever la veste. Hein. Oui. Voilà, c'était il y a 30 ans. Une dernière visite peut-être avec quelques camarades pour finir de tirer les plans. Et l'acte de vente était signé. Le lieu où nous nous trouvons allait désormais être investi par les communistes, mis au service de leur bataille, de leurs débats, de leurs éclats de voix, de leurs échanges, de leurs énergies fraternelles, de leurs espoirs. Et il faudrait encore plusieurs mois pour que la maison soit aménagée, pour transporter tout ce qu'on pouvait d'histoire et de matériel depuis la rue Saint-Basile à quelques marches de la gare Saint-Charles. Il faudrait encore quelques temps, on me l'a fait observer, pour qu'avec le secrétaire fédéral de l'époque, notre camarade Robert Brett, avec Pascal Posado, maire du secteur, je ne sais pas s'il est là Pascal, il doit être dans les parages sans doute, avec Guy Hermier, député, avec Robert Allione, qui était membre du comité central que j'ai aperçu tout à l'heure, avec le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais. On inaugure cette maison des communistes au 280 rue de Lyon, en plein cœur des quartiers nord, si populaires de Marseille, juste à côté de ce parc et qui porte le nom de celui qui fut, comme ministre, comme député, comme élu, l'une des figures nationales de Marseille au XXe siècle, notre camarade François Billoux. C'était, je crois, on peut les applaudir. C'était, je crois, un signal fort, celui du dynamisme d'un parti qui se dote d'un outil nouveau, adapté à son temps et à ses besoins, celui d'un parti qui s'enracine parmi celles et ceux avec qui il veut changer le monde, celui d'un parti qui veut aussi habiter l'entreprise, habiter l'usine, ici, à quelques encablures du port, sur les terrains et dans une des maisons de Saint-Louis-Sucre. Je le dis avec la volonté farouche de voir ce voisinage se poursuivre longtemps encore. Alors, je veux rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont été les acteurs et les actrices de ce grand déménagement et de ce grand emménagement, à celles et ceux qui ont su se mobiliser, donner de l'argent gagné par leur travail, donner de leur travail lui-même, de leur temps, donner de leur engagement pour que nous soyons aujourd'hui si bien dans cette fédération, enviée souvent par nos visiteurs, qui me le disent. Je veux citer bien sûr Jean-Louis Mignoni, qui fut une cheville ouvrière de ce choix. Je veux aussi en profiter pour saluer le travail de Patrick de Lespinay, qui depuis maintenant 10 ans a la charge de notre patrimoine. À l'époque, c'est Jean-Marc Coppola qui lui avait confié cette responsabilité. Donc il a la charge de notre patrimoine et en particulier de ces murs ici, savamment entretenus avec Alain Chavazian et Dédé Corrieri, que j'ai également aperçu à l'instant, pour répondre toujours mieux à nos besoins, pour en faire toujours mieux la maison des communistes. Depuis 30 ans donc, cette maison gronde, des colères de la Provence. J'ai parlé du port, on entend les bateaux pas très loin. Depuis 30 ans, cette maison donc gronde des colères de la Provence et de l'humanité. Depuis 30 ans, cette maison se laisse bercer par les vents d'espoir venus de la terre, mais aussi venus de la mer. Depuis 30 ans, cette maison se tient debout face aux orages,
face aux incendies aussi. Et je veux dire, nous qui voyons ici parfois passer les Canadair depuis la fenêtre, notre désolation face à ces incendies que nous avons connus cet été dans notre territoire. Notre solidarité également avec celles et ceux qui ont perdu leurs biens cet été et notre souci de voir notre paysage mieux protégé face aux flammes. Depuis 30 ans donc, pour y revenir, cette maison nous abrite et nous rassemble. Mais rassurez-vous, je ne reviendrai pas devant vous aujourd'hui sur ces 30 années d'histoire. C'était bien parti, mais je vais m'arrêter là. Même si elles le mériteraient. Parce qu'elles ont vu le monde profondément se transformer, et nous avec. Parce qu'elles ont la valeur de ce que tant d'hommes et de femmes y ont vécu de fort, de beau, de triste parfois, mais d'humain. Et je n'aurai pas non plus la prétention, pour vous rassurer à nouveau, de parler ce soir des 30 années qui viennent. Même si c'est à ce type d'échelle qu'il faut penser le monde et le mouvement de l'humanité. Je parlerai aujourd'hui principalement d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est bien sûr le moment dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons agir. Et quand je dis aujourd'hui, c'est naturellement pour inventer demain, en se nourrissant d'hier, et oui, évidemment, en essayant de ne pas perdre de vue l'horizon. Car les temps que nous traversons sont des temps de tempête, de troubles, de confusion, de crainte aussi. Trop de choix politiques, de renoncement en renoncement, de privatisation en privation, de reculs en régression, de restrictions de droits en destruction de droits, de galères en misère, de chômage en chantage. Trop de choix politiques ont désagrégé le tissu social, fragilisé les individus, précarisé les existences, abîmé notre pays, attisé les conflits ou les tensions et hypothéqué les rêves. Trop de choix politiques ont accompagné le flot dévastateur du capitalisme qui se nourrit du travail des humains et de leur vie pour le profit de quelques-uns. Trop de choix politiques ont tourné le dos à l'essentiel. Et nous voici donc dans ce clair-obscur où surgissent les monstres, dans cette ambiance crépusculaire où l'on doute de tout et de tous. Autour de nous, oui, les hommes et les femmes sont dans la préoccupation. Cet été encore, le terrorisme a frappé notre pays et l'humanité face à ces crimes odieux et dont on cherchera en vain le sens. Les sentiments se mêlent et s'en mêlent. La colère, la révolte, la tristesse, la solidarité, mais aussi la peur et parfois la haine. Face à ces crimes odieux, nous devons, je crois, inlassablement nous appliquer à rester des humains. Nous devons inlassablement nous appliquer à ne pas tomber dans les pièges, celui du prétendu choc des civilisations, celui de guerre de religion d'un autre temps, celui d'un affrontement identitaire, sans objet et sans issue. Face à ces crimes odieux, il faut agir autant qu'on le peut. Agir pour démanteler les réseaux terroristes et les empêcher de nuire, bien sûr, mais agir sur les causes. Parce que c'est bien notre monde qui a enfanté ces catastrophes. Les causes, les offensives guerrières répétées, les inégalités, le mal-vivre, la fragmentation sociale, l'affaiblissement de la protection sociale et des droits, le mépris du peuple, la violence du marché et l'esprit prédateur du capitalisme. Et dire cela, chercher à comprendre, à expliquer, ce n'est pas, comme le déclarait le Premier ministre, je le cite, déjà vouloir un peu excuser, c'est se donner les moyens d'agir. Durant tout cet été, en tentant de reléguer au second plan les aspirations populaires qui avaient occupé la rue plusieurs mois durant, des forces sinistres ont cherché à souffler sur les braises de cet affrontement identitaire dévastateur, en alimentant un débat affligeant autour des tenues vestimentaires bien séantes pour se baigner. Le président de la région et ses amis ont été à la pointe des escarmouches autant ridicules et stigmatisantes que nous avons connues, appuyées en cela évidemment par les élus du Front National. Le Premier ministre lui-même a tourné la manivelle dans le mauvais sens,
acquiesçant devant les arrêtés de ces maires et critiquant la décision du Conseil d'État. Je le dis en pesant mes mots et sans commenter, de la même manière qu'ils sont arrêtés d'instrumentaliser la religion et en particulier l'islam. Car ce qui s'est passé une fois de plus, par des artifices grossiers, par des argumentations malhonnêtes et indignes, par des amalgames insupportables, c'est qu'on a cherché à diviser notre peuple, on a stigmatisé, on a donné du grain à moudre aux forces intégristes et extrémistes, on a fabriqué des problèmes au lieu d'en régler. Cette polémique, comme les précédentes, n'a fait qu'alimenter les eaux sales du racisme et de la xénophobie. J'en appelle à les combattre partout, à refuser tous les raccourcis, tous les rétrécissements de la pensée et de l'humanité sur lesquels ils reposent. J'appelle à ne pas céder aux sirènes de la haine, du rejet de l'autre, de la guerre, dont nous ne connaissons que trop les aboutissements. Ne nous laissons pas diviser, ne nous laissons pas opposer, ne nous laissons pas berner. Vivons ensemble, rassemblons-nous, unissons-nous. Le règne des catastrophes dont je parlais tout à l'heure n'est pas inéluctable. Nous pouvons agir, nous pouvons changer le cours des choses, nous pouvons choisir. Le règne des catastrophes n'adviendra pas si nous sommes là, debout, vivants, si nous tenons tête, si nous faisons face. Il n'adviendra pas si nous inventons le temps du commun. Elles et ils inventent le temps du commun, celles et ceux qui seront rassemblés demain pour la marche des fiertés contre les discriminations LGBT et pour l'égalité des droits. Ils et elles inventent le temps du commun, celles et ceux qui seront mobilisés pour la paix les 24 et 25 septembre prochains partout en France et ici à Marseille pour un grand rassemblement sous l'ombrière du Vieux-Port à l'appel du mouvement de la paix et de nombreuses organisations. C'est un enjeu décisif et nous avons besoin d'y être nombreuses et nombreux. Elles et ils inventent le temps du commun, celles et ceux qui vont se mobiliser le 8 septembre prochain pour une autre réforme du collège et parce qu'ils se font une haute idée de l'éducation. Il est incroyable d'ailleurs au passage que cette rentrée se fasse à ce point sous le signe de la menace, de la réponse sécuritaire dont on n'en finit pas de constater hélas les limites. Et nous serons durant tout le mois de septembre devant les écoles pour discuter de ces enjeux et affirmer que l'école doit pour nous être le lieu crucial de l'égalité, de la culture, de l'émancipation de chacune et de chacun. L'éducation est une des grandes préoccupations, c'est surtout le mouchoir, merci. L'éducation donc est une des grandes préoccupations de celles et ceux que nous rencontrons avec l'emploi et les salaires. Ils et elles inventent le temps du commun, celles et ceux qui se rassemblent contre la loi travail. Et nous serons nombreux pour poursuivre ce combat le 15 septembre prochain dans la rue. Et j'invite chacune et chacun évidemment à y participer. Et nous mobilisons autour de nous pour que cette grande manifestation frappe un nouveau coup contre la loi dite travail. Ces préoccupations, toutes ces préoccupations ne disparaissent pas sous l'effet des bulles médiatiques et des opérations politiciennes. Les communistes, dans ce contexte, ont décidé d'aller à la rencontre du plus grand nombre possible d'hommes et de femmes pour discuter avec eux, les écouter et leur permettre de se faire entendre. C'est ce que nous nommons la grande consultation citoyenne et au passage, j'invite tous celles et ceux qui n'ont pas encore procédé à le faire. Il y a une table qui vous attend pour cela et à en repartir avec un certain nombre d'enquêtes pour discuter, échanger, la faire remplir autour de vous. Cette grande consultation bat son plein dans notre département. À chaque fois, ce sont des échanges riches, surprenants, et bien souvent des remerciements pour ce geste politique. Nous savons combien la politique est décriée et discréditée même. Nous-mêmes ne nous reconnaissons pas dans ce débat politique, dans ces pratiques politiques qui voient des enjeux personnels l'emporter sur toute autre considération et l'exercice solitaire du pouvoir tenir lieu de règles de conduite. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette politique sans projet, confinés dans les limites étroites fixées par les contingences du capitalisme et la loi du plus fort qui capitule. Cette politique qui capitule et se démet en permanence.
Nous ne nous reconnaissons pas dans cette politique qui prend les citoyennes et les citoyens pour des sujets de Sa Majesté, et parfois pour des imbéciles, trop souvent. Elle bafoue en permanence leurs droits et leur souveraineté. Nous nous faisons une autre idée de la chose. La politique, pour nous, doit être le terrain de la rencontre, le terrain du partage, le terrain de l'émancipation, et non pas le terrain de jeu des égocentrismes et des appétits de quelques-uns. La politique doit être le terrain du bien commun, de sa construction, de sa promotion, de son élargissement. Je le dis par parenthèse, c'est ce que portent les élus communistes là où ils agissent, et c'est par exemple le cas à la métropole, où la majorité de droite a décidé de placer le seuil de constitution des groupes politiques suffisamment haut pour que nous n'ayons pas de groupe rassemblant celles et ceux avec qui nous sommes engagés dans un commun combat. Et nous ne l'acceptons pas, nous ne nous laisserons pas faire, nos amis et camarades se feront entendre, ce mastodonte libéral, je vous le dis, aura mal aux oreilles. Au-delà, nous allons poursuivre cette grande consultation dont je parlais et l'amplifier dans les jours et quelques semaines qui viennent parce que nous voulons démultiplier les échanges et remettre la politique dans la vie, entre les mains du plus grand nombre. Nous voulons que notre peuple soit pleinement l'auteur de la séquence électorale qui vient et des grands choix qui doivent s'y opérer. Nous ne nous résignons pas à ce que ce moment qui vient soit confisqué et perdu pour la cause. Nous ne nous résignons pas à voir le présidentialisme vampiriser, absorber ou gangréner la vie politique comme il le fait, hélas. Nous ne nous résignons pas aux logiques de casting et d'ego. Ce n'est pas pour le destin personnel de tel ou tel que veulent se passionner les citoyennes et les citoyens, c'est pour leur quotidien, c'est pour leur travail, leur formation, leur retraite, leur avenir, c'est pour la France et pour le monde. Depuis hier, vous avez vu que nous avons eu, entre guillemets, une bonne nouvelle, nous voici débarrassés d'un ministre pénible. Mais, j'ai mis des guillemets parce qu'il n'était pas une exception dans ce gouvernement. Emmanuel Macron, qui doit croire que son ambition personnelle est un projet de société, a décidé, dit-il, de prendre la mer. Ça serait trop facile de lui rappeler la chanson de Renaud. Mais prendre la mer, ça ne le changera pas beaucoup. Il était déjà dans un gouvernement qui prend l'eau. À gauche, les candidatures se multiplient sur les ruines des illusions semées par François Hollande. Et comme beaucoup d'hommes et de femmes, nous sommes préoccupés parce que nous ne voulons ni continuer sur la voie insupportable du hollandisme et du valsisme, soutenu avec une triste ferveur par le Parti socialiste et ses alliés, ni céder devant les forces les plus réactionnaires que sont la droite et l'extrême droite. Cette dernière, sous la férule de Marine Le Pen, se trouve placée au centre du débat politique, interrogée à longueur d'antenne et répandant le venin de son discours national populiste dans une société déboussolée et en proie à une crise violente. Ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, elle a révélé ses accointances, pas tout à fait surprenantes, avec l'impossible Donald Trump. De son côté, Nicolas Sarkozy tente de revenir avec des idées toujours plus dangereuses et une tendance à la stigmatisation et à la répression toujours plus marquée sur ses cibles favorites, y compris la jeunesse de notre pays. Le capitalisme se plaît dans l'incertitude et dans le déséquilibre. Et ceux qui le défendent en portant à tout bout de champ des idées sécuritaires portant atteinte aux libertés n'ont pour but que de le défendre. Il n'y a là que des impasses plus ou moins dramatiques. Il faut donc faire émerger d'autres possibles. Il faut que dans cette société fracturée et fragmentée naissent des dynamiques de rassemblement populaire. C'est sur la base de la République, toute la République, avec ses accents révolutionnaires, que peuvent naître certaines de ces dynamiques, et pas sur son abandon ou sa transgression par toutes sortes d'états d'urgence, sur le renoncement à accomplir la promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Il y a dans ce pays la place pour un grand projet de gauche qui rassemble
loin de la politique menée ces dernières années. C'est ce que les communistes veulent mettre à l'ordre du jour à l'élection présidentielle et aux élections législatives de 2017 pour faire avancer la France, l'Europe et le monde. Nous avons une visée et des propositions longuement discutées lors de notre dernier congrès et nous voulons que notre pays, dans les 5 ans qui viennent, repasse la marche avant, celle du progrès social, démocratique et écologique. Pour cela, il faudra vraiment s'attaquer au pouvoir écrasant de la finance, ce fameux ennemi sans visage, des grands actionnaires, des grands banquiers, des grands propriétaires qui, parce qu'ils ont la richesse et qu'ils ne veulent pas la partager, se croient autorisés à exercer tout le plus de pouvoir qu'ils peuvent sur nos vies. Il faudra reconnaître le travail, développer l'industrie du 21e siècle, repenser la protection sociale. Il faudra aussi refaire l'Europe du sol au plafond, une Europe qui se fissure, comme en a témoigné le Brexit, et qui refuse de se remettre en cause, préférant laisser prospérer les nationalismes dangereux en son sein. Il faudra repenser notre rapport au monde, nos solidarités, nos coopérations. Il y a de la place face à l'offensive permanente de la classe des 1% de grands propriétaires, face aux logiques d'accaparement, de privatisation, face aux logiques de concurrence et d'asservissement. Il y a de la place pour une autre voie. Il faudra placer la culture et l'éducation comme des moteurs de la société face à la crise de sens qui s'approfondit pour faire parvenir à faire grandir ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité et les humains. Il faudra que l'égalité, à commencer par l'égalité entre les femmes et les hommes, soit considérée comme une grande cause nationale et que la jeunesse à qui l'on est en train de voler son présent et son avenir sur le monde, du neuf, cherche à naître, comme en ont témoigné les manifestations éloquentes et puissantes de ces derniers mois. Du neuf cherche à naître, tirons-le par la main. Il y a de la place et il y a du monde pour un grand projet qui parle d'être heureux. Les communistes ne sont pas dans le calcul. Ils roulent pour les intérêts populaires, ceux du monde du travail et de la culture. Et dans les temps qui viennent, nous allons continuer à porter l'exigence d'une issue en mettant sur la table les enjeux. Nous voulons jouer gagnant pour notre peuple. Nous voulons une démarche offensive et collective où chacune et chacun sera respecté. Notre pays a besoin d'air, il a besoin de grands espaces, il a besoin de nouveaux souffles, il a besoin de se réconcilier avec lui-même, il a besoin d'être rassemblé sur une perspective, il a besoin de politique, au fond, au sens noble et au sens fort, une politique qui parvienne à incarner la volonté populaire, les aspirations populaires, qui parviennent à incarner le meilleur de ce qui anime notre peuple. Nous ne savons pas encore comment cela se traduira dans les temps qui viennent. Nous ne savons pas encore comment le piège de la présidentielle pourra être surmonté, mais nous sommes certains que c'est cette volonté qui doit prévaloir et qu'elle correspond à l'état d'esprit de notre peuple. Et c'est dans cet esprit, justement, avec en perspective ces élections présidentielles et les élections législatives, j'y insiste, que nous allons agir et proposer sans résignation, sans précipitation, mais avec détermination. Nous allons rendre publics les résultats de la grande consultation et continuer à partir de là à construire avec les habitantes et les habitants de nos territoires les propositions et les projets d'avenir qui devront prendre force de loi. C'est dans le peuple que réside la souveraineté populaire, et populaire naturellement, la souveraineté tout court même, et c'est au Parlement que devra se trouver la force de la loi, pas à l'Élysée, entre les mains d'un seul. Chers amis et chers camarades, la période n'est pas simple, ça n'aura échappé à personne. Notre société est traversée d'intenses contradictions, et le trouble dont je parlais a gagné le débat politique. Mais les communistes ont engagé un effort fondateur. Ils sont en train de réveiller des aspirations et de donner du souffle au débat. Cela ne se voit pas forcément à la télévision pour l'instant. Mais la télévision ne dit pas toute la réalité du monde. J'appelle dans les semaines qui viennent à amplifier et intensifier ces efforts afin de bousculer le cours des choses. D'ores et déjà, en portant cette volonté que je viens d'expliciter, nous sommes en campagne pleinement. D'autres étapes nous attendent.
Des décisions à prendre sont encore devant nous. Mais la situation politique est instable de toutes parts. Le paysage de 2017 n'est pas encore arrêté. Comme je le disais, j'y insiste, il y a de la place pour faire grandir ce qui a germé au printemps. Il y a de la place pour que ces immenses mobilisations populaires contre la casse du Code du travail puissent trouver à s'exprimer en politique et prennent le dessus sur la peur et la résignation. Et c'est aujourd'hui une belle manière de manifester cet état d'esprit que de dévoiler ensemble cette sculpture qui nous est offerte par Guy Chauvelot. Guy, qui est là, à côté de moi, juste là. Viens avec moi, Guy, si tu peux. Je t'attends là. Assieds-toi ici. Guy est un artiste talentueux. Des choses belles et robustes, comme celles que nous allons dévoiler, il en a plein sous son chapeau qu'il a laissé de côté aujourd'hui. Ce cadeau qui nous est fait vient à point nommé pousser ici, devant la maison des communistes, à l'occasion des 30 ans de notre installation. Notre artiste est un paysan et un ouvrier, on va le dire comme ça. Il fut un grand gymnaste. Et au passage, quelle belle idée du sport que celle portée par l'Olympisme. Je ferme la parenthèse. Il fut arbitre international dans sa discipline, puis professeur. Il élève des chèvres et il dompte le fer, comme vous avez pu le remarquer, avec cette magnifique œuvre d'art qui est devant nous. Une vieille chanson dit « C'est par nous que la forge gronde, que le fer tremble et l'acier luit. » Je veux le remercier avec beaucoup de chaleur pour son œuvre d'abord et pour son geste ensuite. Je crois qu'on peut l'applaudir. Cet arbre, cet olivier, comme on en trouve partout sur les rives de la Méditerranée, cette Méditerranée, carrefour des peuples, théâtre de trop de drames et creuset de tous les rêves. Cet arbre, il a les bras tendus vers le ciel et déjà, comme vous pouvez le constater, des étoiles se sont accrochées à ses branches. En son sein, cet arbre fabrique des rêves. Vous le constaterez en vous approchant et même vous le voyez de là où vous êtes. Des rêves qui demain s'envoleront. Déjà l'un d'eux est là, cette colombe que Picasso n'aurait pas reniée, colombe de la paix, colombe qui annonce la proximité de la terre ferme. Dans ce monde, il y a une mer. Au bord de cette mer, il y a une ville où les bateaux arrivent et d'où ils s'en vont. Dans cette ville, il y a une maison parmi tant d'autres maisons. Dans cette maison, il y a des hommes et des femmes qui vont et qui viennent. Sur le bord de cette maison, il y a désormais un arbre où naissent des oiseaux pour le monde, pour les femmes et les hommes qui viennent et qui vont. Alors on va appeler avec Guy pour procéder au découpage du ruban. Donc deux camarades, vas-y Isabelle, je te laisse faire. Oui, avant d'inaugurer symboliquement cette magnifique œuvre, je voudrais m'excuser auprès d'un certain nombre de camarades que je n'avais pas vu tout à l'heure d'assemblée. Camille DJC, Georges Rousseau, maire du Rove, Sophie Selton et Elisabeth de Septem, Karim Gendouf de la Ciotat, mais aussi j'ai vu un certain nombre de responsables de l'UDCGT 13. Voilà, et qu'on remercie de leur présence. Donc, à côté de Guy et Pierre, j'appelle Floriane et Jean-Frédéric, les Benjamins de notre conseil départemental, qui vont s'approcher
de l'arbre et qui vont découper le ruban. À découper à Paris. Ça coupe pas les doigts. Bravo et merci. Dis-moi, elle est un peu trop rose ta chemise là. T'as changé ça. Oh là là. Ouais, je te dirais plus fort. T'as entendu ce petit truc aussi quand même? Voilà. Mais non, on est là pour ça d'ailleurs. Ouais, ça m'étonne. La Marseillaise de ce quartier, tu l'as vu? Il est là, ami. Non, mais chaque fois, il y a Et en plus, il le vend le jour. J'ai pas vu Canal. Et j'ai regardé. C'est 100% d'accord avec ça.